Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 20e épisode du podcast À côté de mes pompes. Un épisode symbolique puisque c'est le 20e, ça fait 3 mois que j'ai commencé cette aventure et vous me donnez raison, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à écouter ce podcast, à liker, à partager, à échanger avec moi sur ce contenu. Donc je vous en remercie tout d'abord et je vais continuer dans cette voie-là pour de nombreux épisodes encore. Je voulais remercier Nico qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast qui me dit « Fantastique ». Sébastien nous partage avec passion des épisodes autour de la course à pied. C'est riche, bienveillant et gratuit. Mettez votre casque, enfilez vos pompes et go, lancez ce podcast sans hésiter. Un grand merci Nico, tu te reconnaîtras, je sais que tu es un fidèle auditeur et au plaisir d'échanger avec toi sur ce contenu et sur la pratique qui est commune, à savoir la course à pied. Alors je voulais faire rapidement un petit bilan de l'Ekiden ASICS World Tour pour laquelle une équipe du podcast avait été montée. Alors un immense bravo à tous les membres de cette équipe, que ce soit Tiffany, Sophie, Jennifer, Laurent et Sébastien. Vous avez très très bien couru, c'était un immense plaisir de réaliser ce challenge virtuel avec vous. La team à côté de mes pompes a réalisé donc 3h14 pour boucler le marathon et en ce qui me concerne, j'ai réalisé 15 secondes de moins sur mon meilleur chrono jamais réalisé sur 10 km. Donc pour vous dire que quand il y a un petit esprit de compétition, on retrouve vite ces vieux réflexes et je suis satisfait de cette marque réalisé dimanche dernier, même si voilà, ça fera l'objet d'un petit épisode bonus spécifique dédié donc à cet Ekiden. Alors mon invité du jour est un membre de mon staff, comme j'aime l'appeler. J'avais évoqué il y a quelques semaines dans un précédent épisode que plusieurs personnes m'entouraient au quotidien dans ma pratique de la course à pied. Aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Bruno, qui est mon podologue et qui depuis près de 4 ans m'accompagne dans cette pratique de la course à pied. Il bichonne et il prend soin de mes pieds. Alors avec Bruno, dans cet épisode, nous allons évoquer le choix des chaussures, différents conseils liés à la pratique de la course à pied, mais également faire un point sur ce qu'est le métier de podologue et comment il peut nous apporter beaucoup d'informations sur la façon dont notre pied se pose au sol, la façon dont on court. Alors je vous laisse en compagnie de Bruno pour cet épisode consacré à la podologie et à tout ce que vous devez savoir sur le pied dans votre pratique du running. Bonne écoute! Bonsoir Bruno, merci d'être l'invité aujourd'hui du podcast. On va parler pied, podologie. Alors je vais te laisser te présenter, mais un grand merci d'être l'invité ce soir dans cet épisode. Eh ben déjà merci à toi de m'inviter. Et écoute, donc je me présente, donc comme tu l'as dit, donc Bruno Doyen. Donc moi je suis podologue aujourd'hui depuis 11 ans. J'en ai 37. Voilà. Je suis installé à la chaussée Saint-Victor, à côté de Blois. Et au final, j'ai toute mon activité qui est basée là-bas. Voilà. Après avoir fait l'alternance entre Paris et Blois pendant quasiment 8 ans, même plus. Depuis quelques temps, je m'investis totalement sur notre région. Voilà. Alors, comment on devient podologue ? Quelles sont les études que tu as dû faire pour arriver jusqu'à cette formation ? Alors, le métier de podo, en fait, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Avec l'harmonisation européenne, c'est plus comme à mon époque, c'est-à-dire que tu as des écoles en fait qui sont privées, toujours, des écoles publiques. Les écoles publiques, tu passes par la fac de médecine. Et donc après, tes 6 premiers mois, en fait, tu choisis. Et à la fin de ta première année, tu sais si tu vas en kiné, en podo, en dentiste, etc. Il reste encore quelques écoles sur Paris qui sont privées, donc comme je te disais au début, qui elles sont donc payantes et qui fonctionnent que sur concours uniquement, mais qui sont quand même rattachées à des facs de médecine pour avoir l'équivalence ensuite. Une fois que tu es rentré dans l'école, tu as une formation qui dure 3 ans. Voilà, l'avantage de cette formation-là par rapport à d'autres formations,
médicale et paramédicale, c'est que c'est une formation qui, dès le départ, t'oriente et t'amène à avoir des consultations avec des patients. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça te permet déjà, allez, pas les premières semaines, mais ouais, au bout d'un mois et demi, 2 mois, tu rencontres déjà des patients et tu commences à faire des consultations, donc c'est quand même intéressant. Et à l'origine, dans ton parcours, quand tu étais jeune étudiant, pourquoi s'être orienté vers ce métier de podologue? D'où est venue cette volonté de travailler au niveau du pied? Alors en fait, tout simplement, à la fin, après mon bac, je voulais travailler dans le monde du sport et de la santé. Donc j'avais plusieurs choix. Donc après, moi je voulais pas faire fac de médecine. Donc à l'époque, c'était les prépas intégrés aux écoles qui te préparaient au concours. Pour ça que je te dis tout à l'heure, ça avait un petit peu changé. Donc j'ai fait ma prépa et j'avais les options kiné, podo. Et j'ai pris podo. J'ai pris podo, qui est associé à la pédicurie, en fait, car le métier est défini comme pédicure podologue. Et après, voilà, comme j'étais passionné par le sport depuis tout petit, j'ai eu la chance de baigner dans le sport de niveau aussi par mes parents depuis la jeune enfance, j'ai continué là-dedans. Donc, voilà, tout simplement. Alors, tu es sportif toi-même. Quels sont les sports de prédilection? Qu'est-ce que tu pratiques de ton côté? Alors aujourd'hui, on va parler de mon enfance. Aujourd'hui, le vélo, beaucoup, et la course à pied. Voilà. Alors, tu parlais du métier de pédicure, podologue. Je rajouterais posturologue. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces trois pans de ton métier? Est-ce que c'est des choses différentes ou est-ce qu'il y a un lien quand même entre ces trois professions? Alors, il y a un lien. Il y a un lien. Donc, le métier, c'est le métier de pédicure podologue. D'accord. Il est défini comme ça. La pédicurie, c'est tout ce qui va être l'ablation de la corne, par exemple, le traitement des ampoules, le traitement des ongles incarnés, des corps. La podologie, ça va être le traitement de l'appareil locomoteur. Donc, on part aussi bien du corps en entier ou, par exemple, ce qu'on appelle l'épine calcanéenne, qui est spécifique à une douleur au talon. Et après, la posturologie, ce n'est que, en fait, une formation supplémentaire. D'accord, c'est une spécialisation. Donc cette spécialité va amener des petits bonus, voilà, en plus, sachant qu'aujourd'hui en posturologie, c'est pas un diplôme universitaire. Enfin, t'as des diplômes universitaires de posturologie, mais c'est pas un diplôme d'État, tu vois. Kinésithérapeute, c'est un diplôme d'État. Podologue, c'est un diplôme d'État. Posturologue, c'est une formation en plus. Voilà, c'est la grosse différence. Donc tous les posturologues en fait sont podologues. Voilà, mais tous les podologues ne sont pas posturologues. D'accord. Et donc, ton orientation vers le sport, c'était justement par rapport à ce milieu dans lequel tu as baigné dès ton enfance. Tu voulais garder un lien avec les sportifs. Exactement. Ouais, c'est cette atmosphère, cette ambiance en fait qui règne autour du sport. L'exigence aussi qu'il apporte. Puis ouais, c'est cette ambiance. Enfin, c'est ce milieu qui m'a toujours passionné, qui m'a toujours aidé. Moi, dans ma vie d'adolescent, dans ma vie de jeune adulte, le sport a toujours une part importante. Donc je me voyais pas ne plus travailler dedans. Et quel type de sportif tu rencontres? Ça peut être du sportif comme je peux l'être, sportif anonyme, mais est-ce que tu travailles auprès de structures un petit peu plus professionnelles? Alors donc moi, comme je te disais, ça fait 11 ans que j'ai mon diplôme. Jusqu'à il y a un an, j'ai travaillé essentiellement avec des clubs pro. Voilà. Mais avec des sportifs amateurs. Il faut savoir que tout sportif fait du haut niveau à son niveau. Hein. Donc, quand on fait du sport, on est tous amenés à se dépasser à un moment donné, qu'on soit compétiteur ou pas d'ailleurs. Il y a toujours un moment où on va essayer de repousser un petit peu ses limites. Donc forcément, voilà, on a au cabinet un peu de tout. Après, quand on est spécialisé dans le sport, c'est vrai qu'on est amené donc à suivre des clubs. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet à Paris où on était rattaché à beaucoup de clubs pro.
que ce soit dans le basket, dans le foot, dans le rugby. Donc c'était une grande chance. Moi, personnellement, j'ai travaillé avec le Red Star, j'ai travaillé avec l'ADA Blois, j'ai travaillé avec quelques jeunes qui sont venus dans des centres de formation de foot. Donc voilà. Donc là, typiquement, en ce moment, on est en train aussi de faire une formation golf pour être référent sur la Fédération française de golf. Donc ça continue un peu. Après, c'est vrai que c'est une partie du métier qui prend énormément de temps. Et tu peux peut-être pas le faire tout le temps à fond par rapport à la vie de famille, mais voilà, il faut jongler un peu entre les deux. Mais voilà, il y a des phases. Ouais, c'est une partie importante, mais faut pas tout le temps être à fond dedans. Faut pas, voilà. Alors, quels sont les motifs qui peuvent conduire un sportif à venir te rencontrer au cabinet? Est-ce qu'il faut être blessé absolument pour aller chez son podologue? Non, justement, je suis pareil des clubs. Typiquement, sur les clubs, on fait des bilans de pré-saison où tu as le médecin qui chapeaute un peu tout le monde. Tu as l'ostéopathe, le kiné, le podologue, le nutritionniste, le dentiste. Je te la fais courte. Et tous ensemble, on va faire un bilan de pré-saison. On va dire, voilà, moi, tel athlète, aujourd'hui, il me paraît bien. Mon diagnostic et qui risque pas de blessure par rapport à ma spécialité. Au contraire, s'il y a un athlète qui peut, dans son activité physique spécifique à son sport, se blesser, à ce moment-là, on va le dire, et on verra si on fait soit de la kiné, des semelles, ou si on fait autre chose. Donc, en fait, on peut avoir cette option de prévention qu'on a aussi dans la catégorie des enfants très jeunes. Dire vers 3-4 ans, tu as beaucoup de parents qui, par inquiétude, des fois, viennent juste pour un bilan. Voilà, c'est des consultations qu'on a beaucoup plus aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et aujourd'hui, les parents, notamment pour ça aussi, viennent justement faire des bilans de prévention. Et puis après, il y a le côté curatif qui représente quand même la grande majorité des consultations, où là, il y a un problème qu'il soit localisé à tel ou tel endroit, mais ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, au niveau du corps. Mais effectivement, voilà, là, c'est la grosse partie. Alors, il est vrai que ça fait 3 ans, presque 4 ans maintenant, que tu me suis au niveau podologie, au niveau de la pratique de la course à pied. Et quand on s'était vu la première fois, tu étais intervenu donc lors d'une séance au niveau du club où tu réalisais justement des études un petit peu posturales. Et à l'aveugle, tu m'avais quand même bluffé parce que à l'époque, j'avais une douleur au genou et un problème au dos. Et rien que le passage sur ton appareil de podologie avait révélé justement ces problèmes-là. Et je me suis dit, cette personne-là est quand même douée dans son domaine pour voir ce genre de choses. Et on en parlera justement tout à l'heure sur tout ce que tu peux justement traiter à partir de cette étude posturale. En termes de pathologie, on parlait du curatif. Quelles sont les blessures qui conduisent des patients à venir te voir? Quels seraient les signaux d'alerte? Alors, si on reste focalisé sur le sport et notamment la course à pied, les problèmes principaux, ça va être problème de genoux, globalement. On va dire que les problèmes de genoux, un peu plus des 2/3. Et le reste va être partagé entre des problèmes de cheville, tendinite d'Achille, par exemple, et des problèmes de bassin au niveau des lombalgies surtout. Voilà. Et au final, comme tu le disais, le pied représente pas tant que ça. Voilà. Après, là, on est sur vraiment, je te parle sur une spécialisation au niveau du sport. Après, sur la globalité des patients, la pathologie qu'on rencontre le plus, sinon, c'est ce qu'on appelle l'épine calcanéenne, la myoponévrosite, si tu veux. Voilà. Qu'on peut retrouver d'ailleurs chez le sportif aussi. Oui, il est vrai que pour moi, c'était essentiellement cette tendinite, on va dire achilléenne qui me bloquait dans ma pratique de la course à pied. Depuis que je t'ai rencontré, ces problèmes-là ont été mis de côté. On va voir par quels moyens justement tu as pu balayer, on va dire, ces douleurs récurrentes au niveau de la cheville. Alors, comment, quand on prend rendez-vous avec toi, se passe une consultation? Quelles sont les différentes étapes quand quelqu'un vient te voir? Comment tu procèdes? Alors, tout simplement, en fait, déjà, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc, l'anamnèse, c'est l'explication et les antécédents médicaux du patient. Alors, il nous raconte un peu sa vie,
L'histoire du patient elle est importante parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre comment tu fonctionnes pour arriver à mieux te guérir. Donc, il faut bien écouter, essayer de bien comprendre, d'essayer aussi d'aider le patient à cibler un petit peu son problème, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer j'ai telle ou telle douleur et puis la douleur, je la ressens comme ci ou comme ça. C'est pas toujours simple. Donc, c'est à nous aussi de guider le patient. Une fois qu'on a fait cette anamnèse, nous expliquer son motif de consultation, à ce moment-là, on va aller voir sur son terrain à lui, c'est-à-dire son poids, est-ce qu'il est en surpoids, est-ce qu'il a déjà fait beaucoup de sport, est-ce qu'il reprend le sport, est-ce qu'il a déjà eu cette blessure, est-ce que c'est une blessure qui est récurrente depuis plusieurs années. Et à partir de là, on va aller après faire le bilan. Voilà. L'observation, tu ne l'as fait que sur un plan statique, ou est-ce que tu as des outils qui te permettent justement de voir, je ne sais pas, une douleur qui n'apparaîtrait que lors de la course, par exemple? Est-ce que tu as des outils pour observer justement ce type de problème? Effectivement, en fait, on va faire une analyse qu'on appelle statique. Donc, l'analyse statique, c'est une analyse en fait où on va sur une plateforme podométrique qui a des capteurs de pression. Ces capteurs de pression vont nous permettre de voir les hyper-appuis au niveau des pieds et en même temps aussi au niveau du bassin. Grâce à ça, on va pouvoir après avoir déjà une idée de la posture globale. C'est-à-dire, est-ce que la personne elle est en antépulsion, elle part sur l'avant, ou est-ce qu'elle part sur un côté plus qu'un autre? Est-ce qu'on remarque qu'on a un bassin qui serait plus ou moins vrillé, par exemple? Donc déjà, ça va nous orienter sur l'examen palpatoire. Une fois qu'on a fait cet examen statique, l'idéal, c'est de faire l'examen debout, de posture, de manipuler, de voir s'il y a des problèmes, par exemple, de blocage à certaines articulations, ou s'il y a des tensions musculaires plus importantes d'un côté que de l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on a une deuxième étape qui est l'analyse vidéo. Cette analyse vidéo, aujourd'hui, elle peut se faire avec plein d'appareils, que ce soit justement, tout à l'heure, tu parlais sur le dépistage comme on avait fait avec Move Running. Elle se peut faire avec des caméras tout simplement d'iPhone ou de smartphone. Elle peut se faire avec des caméras qu'on a au cabinet qui permettent d'enregistrer grâce à des capteurs qu'on met sur le corps toutes les angulations. C'est-à-dire qu'on va savoir à quel degré de pronation, à quel degré de supination le patient va se trouver sur telle phase d'appui, si c'est en phase de propulsion ou en phase de réception. Donc à partir de là, ça va nous donner déjà beaucoup d'indications. Donc ça, c'est la phase dynamique qu'on réalise sur tapis, donc le plus souvent au cabinet. C'est plus simple. Et puis après, il y a la dernière phase qui est la phase de palpation où le patient est allongé sur la table d'examen et où on essaye de voir un petit peu pourquoi il a cette blessure qui l'embête, comment on peut la traiter. Et surtout, est-ce que nous, on peut la traiter en podologie? Alors, ces aspects de pronation, de supination, on y reviendra tout à l'heure sur le choix des chaussures. Est-ce qu'il faut justement en tenir compte? Est-ce que tu peux réexpliquer ce qu'est la pronation et ce qu'est la supination parmi ces terminologies? La supination et la pronation, là, c'est deux mouvements qui sont naturels, d'accord, que tout le monde fait. On n'est pas que supinateur ou que pronateur. La supination, c'est un mouvement de varus avec une extension du pied. Donc, pour faire simple, c'est un mouvement, le pied qui va partir sur l'extérieur. C'est pas médical, c'est vraiment très caricatural, mais voilà, c'est pour que les gens comprennent bien. Le pied part sur l'extérieur. La pronation, à l'inverse, c'est une vaginisation du pied, donc un pied qui va tomber en interne avec une flexion plantaire. Au niveau des pieds, on rencontre différentes formes également. Moi, je suis plutôt avec un pied creux, il y a des pieds plats. Est-ce que ça a un impact sur notre pratique de la course à pied ou nos ancêtres, les australopithèques et les hommes préhistoriques, qui eux étaient pieds nus, est-ce qu'ils avaient ces mêmes problématiques? Alors, nous, on est dans un monde aujourd'hui qui est très civilisé, entre guillemets. Pas très beau de dire ça, mais disons que le matin, on se lève, on monte dans notre voiture, on arrive au bureau, on s'assoit à son bureau et on marche très peu. Donc, on est, entre guillemets, moins athlétique que certains de nos ancêtres, sans aller très loin d'ailleurs. Après, les pieds creux auront des avantages et des inconvénients. Les pieds plats aussi. Si tu veux, il n'y a pas forcément de pied meilleur que l'autre. Après, effectivement, il y a des gens qui vont avoir on voit de tout, pour répondre assez simplement. Tu peux avoir des gens avec un pied creux varus qui part vers l'extérieur, mais tu en as aussi qui sont en valgus. J'ai encore eu le cas cet après-midi avec une patiente qui venait pour un pied creux et son pied partait à l'intérieur, ce qui faisait que son pied se vrillait complètement. On le voyait pas en statique, mais on le voyait très bien justement à la vidéo.
Donc ça peut être un problème. Après, on sait aussi que tu vas avoir des pieds plats qui vont être étiologiques en fait et ethniques. C'est-à-dire que c'est des pieds plats qui vont être structurels. Le patient va naître avec enfin tous les enfants naissent avec un pied plat, si tu veux. Mais c'est vrai que plus on va vers l'équateur, plus tu as des gens qui vont avoir un pied plat, les Africains par exemple, vont avoir un pied plat plus marqué. Ils auront moins de douleur que d'autres personnes qui vont avoir un pied plat qui va s'affaisser avec le temps, par exemple. Alors, par rapport à ces différences de pied, pronation, supination, donc toi, tu fais les études à la fois en statique et en dynamique. Ma question est, est-ce qu'on repart forcément de chez toi avec des semelles? Est-ce que le podologue va obligatoirement nous confectionner des semelles? Non. Non. Quand tu viens faire un bilan, que ce soit pour du préventif ou pour du curatif, le podologue n'a pas toujours une action à donner par des semelles. Déjà, on a des conseils de traitement, que ce soit par des huiles essentielles, par du strapping, par de la manipulation aussi, la thérapie manuelle, ce qu'on appelle, ou éventuellement par des conseils de changement de chaussures. Ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Après, les semelles sont absolument pas obligatoires, sachant que dans certains cas, on peut faire des semelles uniquement pour l'activité spécifique. Je vais prendre le cas d'un athlète pro que j'ai eu à l'époque qui jouait au basket. On lui faisait des semelles uniquement pour courir en pré-saison, car c'est vraiment la course à pied, la répétition du mouvement avec la contrainte de la ligne droite quand tu cours qui lui posait problème. Quand il était sur un terrain de basket, comme c'est un sport qui est multidirectionnel avec des jumps, etc., il avait aucun souci. Donc c'est un patient qui a jamais eu de semelle pour jouer au basket à très haut niveau. En pro, par contre, dès qu'il courait, il se blessait, donc il avait des semelles pour courir. Donc typiquement, c'est l'exemple parfait où tu n'as pas toujours besoin de semelles, et surtout pas dans ton sport de prédilection. Alors, pourquoi on aurait besoin de semelles? Quels seraient les motifs qui pourraient expliquer qu'un patient qui fait de la course à pied vienne te voir et ait besoin justement de semelles? Comment tu vas le déceler? Alors, tout à l'heure, je te parlais de l'étude statique et l'étude dynamique. C'est ces deux études-là qui vont nous permettre de comprendre si on a une chaîne qui est ascendante ou une chaîne descendante déjà. Et suivant les troubles qu'on aura observés, on va pouvoir voir si la semelle aura une action. Un patient qui a un pied qui est plutôt normal, qui se stabilise bien, qui a une phase de réception et son mouvement, son geste sportif est plutôt bon, et au niveau horaire, volume horaire d'entraînement, il est pas en surmenage, il n'y aura peut-être pas besoin de semelle. Voilà, par exemple. Par contre, un patient, au contraire, qui va avoir une jambe qui est faussement courte d'un côté, un bassin qui est vrillé, ou un pied qui va être un peu trop plat ou un peu trop creux, qui va entraîner des mouvements de rotation au niveau du corps, là, effectivement, on va pouvoir l'aider, le stabiliser. Et par quel autre moyen on peut lui proposer une stabilisation? Est-ce que toi, tu interviens avec des confrères qui peuvent opérer un travail? Je ne sais pas, un kiné qui viendrait compléter ton travail. Est-ce que ça, c'est des choses que tu pratiques, cette entraide entre confrères pour apporter peut-être un travail complémentaire à tes patients? Oui, bien sûr, elle est hyper importante. Aujourd'hui, que ce soit dans toutes les fédés, dans les clubs, ça se développe de plus en plus. Et dans les clubs amateurs, on commence à y arriver. D'ailleurs, je te remercie aussi de m'avoir fait intervenir dans ton club. C'est là où on a tout un intérêt justement à parler avec les coachs, à parler avec le kiné, l'ostéo, le médecin, pour que justement il y ait vraiment une interaction. Aujourd'hui, on ne fait pas notre métier tout seul et on ne peut plus le faire tout seul. Parce que tout évolue très vite et puis les gens veulent tout de suite. Donc aujourd'hui, sur une tendinite d'Achille, typiquement, si on s'aperçoit qu'il y a une grosse inflammation qui a besoin de traitement par onde de choc, qui a besoin de semelles ou qui a besoin de mésothérapie, on va pas attendre 6 mois pour que le patient voit l'un et puis l'autre. Donc en général, on fait tout en même temps. Et justement, c'est l'avantage de nos métiers. Puis aujourd'hui, on le fait de plus en plus. Alors, il y a les messageries cryptées qui nous permettent d'échanger rapidement. Donc non, c'est vraiment très très important.
Alors, de ma propre expérience, il est vrai que quand je suis venu consulter et en franchissant la porte de ton cabinet, j'avais cette tendinite, du moins inflammation récurrente au niveau des talons, talons gauche notamment, et les semelles ont agi progressivement au point qu'aujourd'hui, j'arrive à courir 3-4 fois par semaine. Et quand je viens te voir, bah, c'est juste pour renouveler les semelles avec toujours ce bilan. Et moi qui avais un pied qui n'utilisait absolument pas les orteils, ben, petit à petit, via tes conseils et via toute la pédagogie, les exercices que tu as pu me donner, les appuis sont quand même bien meilleurs. Je pense que tu peux confirmer au vu des dernières Ouais. études que l'on avait fait ensemble. Et au vu, oui. Puis si tu m'as envoyé les chronos sur la montre, c'est pas mal. Voilà. Au niveau du port de semelle, là, il y avait une question qui aurait pu intervenir en fin d'épisode. Bon, on va la poser là, vu qu'on parle de la durée justement des semelles. Est-ce qu'on est obligatoirement porteur de semelles à vie une fois qu'on a commencé à les porter? Absolument pas. Que ce soit pour toute pathologie, ça va dépendre en fait de ce que l'on veut faire. Alors, je vais prendre deux exemples. Un enfant qui a un pied plat, qui se corrige pas assez pendant l'enfance, qui fait beaucoup de sport, ça suffit pas à ouvrir son pied. La semelle va être efficace et on va essayer de travailler au maximum jusqu'à la fin de sa croissance. Si à la fin de sa croissance, le pied n'a pas évolué suffisamment, mais qu'il n'a pas de douleur et qu'il arrête le sport, il n'y a aucun intérêt de continuer les semelles. Autre possibilité, voilà, un patient qui a une tendinite d'Achille, comme toi tu as pu avoir par exemple, et voilà, on l'a traité, il a plus de douleur, mais il ne se remet pas au sport. Bon, tu refais pas de semelles, c'est-à-dire que tu lui en as fait pendant un an, les semelles il les garde, après il les jette. Par contre, si c'est quelqu'un qui veut faire du sport régulièrement, qui a des objectifs sur le long terme avec une augmentation du volume de charge d'entraînement, des objectifs de performance aussi, et là on va sûrement se revoir non plus en curatif comme on disait tout à l'heure, mais sur du préventif pour éviter que la blessure revienne. Donc là effectivement, ça sera du spécifique à son activité physique, mais la semelle aura un intérêt d'être faite régulièrement. Ça peut être tous les 1 an ou tous les 2 ans, ça dépend. Exceptionnellement, il y a des gens qui les gardent 3-4 ans, les semelles, ça arrive. Ça peut se faire, mais voilà, ça dépend. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des études américaines qui ont prouvé que plus les semelles étaient faites régulièrement par les patients, plus la durée de renouvellement était longue. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients que j'ai connus au tout début de ma carrière, on faisait les semelles tous les ans, et puis au fur et à mesure, on les faisait tous les 1 an et demi, puis maintenant tous les 2 ans, voire 3 ans. En fait, pourquoi ? Parce que le corps s'habitue à la correction, et il en a de moins en moins besoin, en fait. Alors, il est vrai que moi, mes semelles, si je regarde les trackers que j'ai sur Garmin, elles m'indiquent 1600, 1800 km, on va dire, par an pour tes semelles. Comment tu expliques que certains coureurs qui font des semelles les mettent au placard et peut-être n'osent pas retourner voir le podologue? Est-ce que tu comprends cette démarche? Parce que si la semelle a été faite, c'est qu'elle a à un moment donné une utilité. Donc, si le coureur la met au placard et n'ose pas retourner voir son podologue pour différentes raisons, hein, parce que peut-être la semelle convient pas, la semelle est douloureuse, le coureur ne s'adapte pas correctement à la semelle, est-ce que toi, tu leur conseilles de venir te voir à nouveau pour ajuster? Oui, toujours. Il faut jamais rester avec une douleur qui part pas, d'accord ? Que ce soit le kiné ou le podologue ou même le médecin, hein. Ça arrive qu'on n'a pas toujours 100% de résultats positifs, faut être honnête. Et des fois, on peut se tromper, on peut passer à côté d'autres choses. Donc effectivement, que ce soit une semelle ou autre chose, il faut revenir nous voir, et il faut nous poser les questions. Il faut pas hésiter s'il y a des interrogations sur l'utilisation de la semelle. Je vais te prendre un cas d'un pote, ça c'est pas une question bête, hein, parce qu'il y a même un joueur de l'équipe de France de foot qui a posé ça à un ami la dernière fois, et il lui demandait les semelles, je les mets que pour jouer en équipe de France ou je les mets pour jouer aussi dans mon club. Bon, bah voilà, tu vois, donc il n'y a pas de question bête. Il faut poser la question. La semelle, normalement, s'il y a un souci, si elle ne rentre pas dans la chaussure, si elle fait mal, si elle blesse, il faut obligatoirement revenir. Une semelle aujourd'hui doit être adaptée en quelques jours. Quelques jours, elle fait plus mal et les douleurs doivent partir assez rapidement. C'est vrai, c'est ce que tu m'avais conseillé, hein, sur les 4-5 premières sorties, 20-30 minutes pour s'adapter finalement aux semelles. Et
une fois qu'on les a entre guillemets prises en main, enfin du moins dans les pieds, on s'aperçoit que elles sont là, mais on les sent plus du tout. Donc aujourd'hui, je pense que je pourrais pas courir sans. Et pour avoir consulté d'autres podologues, je pense que voilà, j'ai trouvé la bonne semelle, la bonne correction avec ton travail et ton analyse. Est-ce que tu peux expliquer rapidement aux auditeurs comment se forme une semelle, en quels matériaux ces semelles sont réalisées, même si voilà, il y a différentes approches avec différents podologues, mais comment toi tu fonctionnes au niveau Alors, exactement. Alors je te remercie parce que justement j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire. La semelle, dans ton cas, effectivement, elle était spécifique à ton activité du running. Donc, c'était un matériau qui était spécifique au running. Donc, c'est un matériau en fait, qui n'a pas d'élasticité, qui est du polyéthylène, d'accord, en bidensité. Et effectivement, ce matériau-là, faut le façonner un petit peu en courant plusieurs fois, de façon non intensive, sur une durée maximale de 20-30 minutes à peu près. Dans d'autres cas, par exemple, si tu prends des semelles spécifiques à du sprint, pour rester sur l'athlétisme, c'est des semelles qui vont être beaucoup plus rigides, beaucoup plus fines par contre. Et celles-là, tu pourras les mettre tout de suite sans problème. Donc en fait, les semelles aujourd'hui, effectivement, elles sont spécifiques à l'activité physique. On va différencier plusieurs activités. On va différencier les activités de sport qui vont être rectilignes, donc tout ce qui est randonnée, course à pied, les sports de glisse, donc le ski, le patin à glace. Et on va différencier les sports multidirectionnels qui sont le foot, le basket, etc. Et puis après les activités cycliques comme le vélo. Ou de rotation, ça va être à peu près le même principe. Les lanceurs de marteau ou lanceuses de marteau, par exemple, ça sera aussi un matériau spécifique. Donc voilà, ça fait trois gammes un petit peu différentes, 3-4 gammes différentes de semelles en fait. Et la semelle, on est bien d'accord, on enlève la semelle de propreté de la chaussure et on met ta semelle ou une semelle corrective par-dessus. C'est quand même la base. Exactement, on enlève les semelles de propreté, ça sert à rien d'avoir une épaisseur en plus dans la chaussure pour comprimer le pied. Au niveau de la foulée, si on attaque un petit peu voilà le côté running, course à pied, est-ce que tu as une foulée idéale à nous recommander qui soit celle qui est la plus efficace? Alors, la foulée la plus efficace, on en avait parlé un petit peu tous les deux. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Effectivement, on revient sur des foulées avant-pied beaucoup en ce moment. Sachant que c'est jamais sur la pointe des orteils. Sur du sprint, on est sur la pointe, effectivement. Mais on a les pointes aussi qui aident. Sur un trail qui va faire 80 km, et bien évidemment qu'on ne sera pas sur l'avant-pied. On va être plutôt sur le médio-pied. Après, on sait aujourd'hui qu'en augmentant une cadence, quand on parle de cadence autour de 170-180, ça va nous permettre d'avoir une foulée plus courte, mais plus rapide, donc moins d'impact au sol, moins de temps de pause, donc moins de problèmes. Donc on vient de plus en plus sur ça. Je mettrais juste un petit bémol quand même sur ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui on part en plus sur ce qu'on appelle les préférences motrices, c'est-à-dire les aériens, les terriens, des gens qui vont être plus qui vont plus courir en fait avec le haut du corps, d'autres plus avec le bas du corps, qui vont courir ce qu'on appelle par le haut ou par le bas. Et ces gens-là, il y en a qui seront donc sur les talons entre guillemets, ils vont pas arriver sur le talon, c'est une façon de parler, et d'autres qui vont être plus sur l'avant du pied. Ces deux préférences motrices-là, qui sont donc aériens et terriens, on va pas les changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est terrien, il va être dans sa préférence motrice, donc sa motricité dans laquelle il sera le plus à l'aise. Donc il n'aura aucun intérêt de partir sur des courses avant-pied, etc. J'ai encore eu le cas il y a quelques mois d'une patiente où on lui avait dit de faire ça et au final fracture de fatigue sur l'avant-pied. Donc non, il n'y a pas de foulée idéale, si ce n'est peut-être travailler sur la cadence, travailler sur les poses de pied. Écoutez aussi les coachs dans les clubs qui disent de faire du travail de proprio, du renforcement musculaire sur les pieds. Je pense que c'est plus intéressant que de vouloir courir soit sur l'avant, sur les orteils, comme certains, ou avec des chaussures, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, avec des chaussures avec des lamelles de carbone, etc.
Alors justement sur cette attaque médio-pied, moi je suis naturellement sur cette pose donc médio-pied. J'ai parfois l'impression que le talon ne pose pas. Et Céline, mon épouse, m'appelle la gazelle parce que j'ai l'impression donc de voler parfois quand je cours, alors que quand je marche, je tape du talon. Alors est-ce qu'il y a une différence vraiment entre notre façon de marcher et notre façon de courir? Alors, il y a une différence, mais globalement, tu gardes la même motricité après. Voilà. D'accord. Après, il y a, sur ta morphologie, il y a quelque chose qui fait aussi par rapport à ton pied creux, que tu as une chaîne postérieure qui va être un peu plus tendue. Donc, c'est là où toute la posture est intéressante. Et les préférences aussi, justement, parce qu'on a des chaînes musculaires qui vont travailler différemment entre tel type de patient ou un autre. Et ce qui va amener justement à une marche qui va être un petit peu plus lourde, entre guillemets. Alors que quand tu vas te mettre en course à pied, tu vas être sur des phases de bond, en fait. Et donc forcément, tu vas créer un déséquilibre pour aller sur l'avant. Alors que la marche est un peu plus... C'est plus une oscillation. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui, concrètement, ne serait pas blessé, aurait tendance à être plutôt terrien, à taper, on va dire, et attaquer du talon. Il te dit, je veux changer, je veux avoir une foulée avant-pied. Tu lui dirais quoi? Ne changez rien, vous n'êtes pas blessé? Bah, je lui dirais non. Je dirais aujourd'hui, ouais, non, il y a aucune raison. Il n'aura aucune valeur ajoutée, en fait, à vouloir passer sur l'avant-pied. Je le conseillerais de regarder une vidéo, d'ailleurs, sur les préférences motrices entre deux footballeurs qui s'appellent Messi et Zidane, une vidéo qui est très bien faite, et où la vidéo explique justement que pour un terrien, c'est difficile de dribbler de telle façon, alors que l'aérien, au contraire, lui, va y arriver. Et pareil, sur les phases de coup franc, on n'a pas une ouverture sur un aérien, par exemple, on va avoir une ouverture du bassin, un bassin qui va s'ouvrir pour faire appeler la balle, alors que le terrien, lui, va fermer son bassin. Et on se rend compte que lorsque ces athlètes ne sont pas dans leur préférence motrice, eh ben, le geste va être moins bien fait, le ballon sera moins bien frappé et on aura une efficacité qui sera moindre. Et on le retrouve, ça justement, je te parlais de la Fédération française de golf, on le retrouve énormément justement sur le golfeur aussi. Il y a un juste technique vraiment spécifique où aujourd'hui tu peux avoir des gens qui vont être sur les talons et d'autres qui vont être vraiment sur la pointe des pieds. On a l'impression qu'ils vont tomber quand ils font leur swing, alors que pas du tout. En fait, eux, justement, c'est leur besoin. Et le centre de gravité a une importance finalement dans toute cette posturologie et cette façon de se déplacer? Ouais, tout à fait. C'est lui, en fait. Tu vois, on parle de gens qui marchent vers le haut ou vers le bas. Donc le centre de gravité a une importance bien évidemment parce que c'est lui qui va te permettre tout ton déséquilibre. La course à pied, c'est un déséquilibre permanent, donc c'est le centre de gravité qui va se mettre en déséquilibre, qui va t'amener à te déplacer. Et pour compenser donc ces différents déséquilibres, quel exercice tu pourrais nous proposer pour finalement travailler cette proprioception, ce travail du pied? On a compris que de basculer d'une foulée à une autre, c'était pas forcément la meilleure des solutions. La cadence, donc ça, travailler peut-être des gammes pour augmenter finalement la cadence de course. Aujourd'hui, la plupart des montres, que ce soit Garmin ou autres, proposent justement cette analyse. Je t'envoie régulièrement mes analyses avec la ceinture cardiaque qui me donne également l'oscillation avec le temps de contact au sol. Mais comme exercice pratique que l'on peut faire à la maison, comment renforcer son pied et avoir un pied qui soit suffisamment tonique? Alors c'est très compliqué de l'expliquer par radio. Il y a des vidéos qui sont bien faites sur la clinique du coureur, où justement on explique le gainage intrinsèque du pied. Il y a des exos tout simples après que je vais pouvoir citer là, se travailler en unipodal tout simplement. On peut se donner un petit trampoline chez soi, on travaille avec une personne en face de soi, on se met sur un pied sur le trampoline, on va venir chercher un ballon à droite, à gauche, en réception, on le relance aussi, on se met sur un pied en genou tendu, en genou fléchi, on le fait donc sur trampoline, on peut le faire aussi sur sol dur. Typiquement en se lavant les dents, on peut essayer de se mettre sur un pied en essayant de plier le genou. L'idéal, c'est que le genou descende dans l'axe au niveau du pied et de la hanche et qu'on n'ait pas un bassin qui parte à gauche. Par exemple, si on se met sur la jambe gauche, que le bassin parte à gauche et le genou parte à droite. Donc voilà, ça, on peut essayer de travailler. C'est des petits exos tout simples, mais qui permettent de faire du renforcement.
Alors, ce côté unipodal fera sourire certains des athlètes que j'encadre le mercredi, notamment Jean-Baptiste, parce qu'il me demandait d'où je sortais ce terme unipodal. Donc, c'est cet équilibre qu'on va prendre sur un pied. Et on l'intègre, tu vois, Merci. nous, le mercredi, dans ces séances où on mêle la course à pied, du renforcement musculaire. Et je pense qu'au fur et à mesure des séances, de le pratiquer régulièrement, ça permet justement déjà d'avoir un pied qui est relativement fort et également dans la prévention des blessures. Je pense que un pied qui est suffisamment réactif, ce qu'on avait évoqué avec Mélanie Kiné il y a quelques épisodes, ça permet d'éviter, je pense, quelques blessures et quelques désagréments. Tu ne diras pas le contraire. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Plus tu auras un pied qui sera gainé, moins il va s'affaisser, plus il va résister sur la longueur au niveau de ton entraînement ou de ton effort physique en phase de compétition. Et donc, forcément, tu vas protéger toute ton arche interne. Donc, ce qu'on appelle toute la chaîne interne aussi qui remonte jusqu'au bassin. Et donc, ça, c'est important. On peut faire aussi un test tout bête. Alors, c'est compliqué, je te disais, de l'expliquer par radio, mais mettre une feuille de papier sur la partie interne du pied et venir essayer de charger le poids de corps sur cette feuille, et justement en venant gainer la voûte plantaire. Donc ça, c'est des vidéos qui sont très bien expliquées sur la clinique du coureur avec Blaise Dubois. Mais oui, c'est des choses qu'il faut faire et c'est très bien que vous le fassiez vous au club. Pour l'anecdote, j'étais en formation il y a 2-3 ans de ça. On était à l'INSEP et le podo qui s'occupe des jeunes à l'escrime, il leur faisait des tests, donc justement unipodal, comme on parlait, et la plupart venaient en converse et n'arrivaient même pas à tenir plus de 15-20 secondes dessus. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, l'étude qui est sortie cette année, les jeunes, en termes de proprioception, ont perdu à peu près 10 secondes de maintien. Donc c'est quand même assez énorme. Alors, je crois qu'ils avaient perdu également en endurance du fait de cette absence de mobilité et voilà, on reste bien souvent dans le canapé devant les écrans. Alors, si en plus on ajoute un manque de mobilité, d'ici quelques années, on sera voilà, tous dans ta salle d'attente pour venir réaliser des semelles pour corriger tout ça. Au niveau des chaussures, Bruno, comment on fait pour bien choisir sa paire de chaussures pour la course à pied ? Est-ce que tu as des conseils à nous donner entre la pronation, les chaussures universelles, la supination ? Comment on s'y retrouve quand on est dans son magasin ? Et là, je fais un petit clin d'œil à Pascal du magasin Running Conseil et à tous ses confrères qui travaillent dans des magasins spécialisés. Déjà, est-ce qu'il vaut mieux justement aller dans des magasins spécialisés ? Et quel type de chaussures on va pouvoir choisir ? Alors déjà, effectivement, tu as raison. Vu la conjoncture actuelle, les gens commencent à prendre conscience qu'il faut mieux aller voir des magasins spécialisés. Le prix n'est pas forcément plus cher et surtout le rapport qualité-prix et conseil, à mon avis, plus avantageux. Donc on privilégie un magasin spécialisé comme effectivement Running Conseil à Orléans. Il y en a d'autres, il y a d'autres chaînes après, on va pas faire de concurrence, mais effectivement, c'est intéressant d'avoir ce genre de personnes qui vont pouvoir déjà, dans certains cas, analyser la foulée du client qui va venir dans le magasin, parce que certains ont des tapis, puis certains ont l'expérience aussi. Donc, effectivement, on leur demande pas de faire le boulot du kiné, de l'ostéo, du podo, c'est pas ça. Mais par expérience, ils vont déjà pouvoir voir un petit peu comment court le patient. Choisir une chaussure, en fait, ça se fait par rapport à son type d'entraînement, ça se fait par rapport au poids du patient aussi, et par rapport à son volume d'entraînement. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est la flexion au niveau de l'avant-pied. Plus une chaussure sera raide sur l'avant-pied, plus effectivement toute la chaîne postérieure va forcer. Donc tout à l'heure, toi tu parlais de tes problèmes de tendine d'Achille, typiquement quelqu'un qui a des problèmes de mollets, qui a des mollets hyper tendus, ou des ischios qui sont raides, s'il prend une chaussure comme ça, il va avoir du mal à plier la chaussure et à être à être très dynamique sur l'avant-pied. Donc c'est quelqu'un qui se met un risque en plus. Je dis pas qu'il va se blesser forcément avec ce type de chaussure, mais il s'ajoute une contrainte. Donc c'est pas forcément bon. Donc ça c'est la première chose à regarder. Après, une chaussure supinatrice, pronatrice, ça veut pas dire grand-chose. C'est surtout du marketing. Malheureusement aujourd'hui, que du marketing même, car il faut savoir que ces chaussures-là ne corrigent pas le pied. D'accord ? Ce ne sont pas des dispositifs médicaux, donc ils n'ont pas le droit de faire de correction à l'intérieur du pied. Cependant, elles peuvent avoir des intérêts. Une chaussure pronatrice, par exemple, c'est une chaussure qui est anti-pronation. Donc déjà, tu vois que sur le terme,
Hein. On appelle quelque chose par son nom pour parler de l'opposé. Pour définir le contraire, effectivement. Donc, c'est un peu contradictoire. C'est ça. Donc, la chaussure pronatrice, qui est une chaussure anti-pronation, va avoir en fait des renforts en interne. Donc, encore une fois, ça ne corrige pas le pied, mais ça permet à la chaussure d'être plus résistante. Donc, ça peut avoir un intérêt sur certains types de patients. La résistance va se faire soit par la densité des matériaux qui vont être différentes ou par des renforts. Alors, je vais pas citer de marque, mais voilà, par des renforts de VA ou de matière plastique. Après, les autres types de chaussures, on va partir sur chaussures minimalistes ou maximalistes. Aujourd'hui, on parlait d'aérien ou de terrien. Tout le monde ne peut pas courir sur du minimalisme pieds nus. Hein, c'est pas possible. Ou en tout cas, il faut respecter des protocoles sur plusieurs années pour y passer. Et la dernière chose, c'est le drop. Le drop, en fait, qui correspond à la différence de hauteur entre le talon à l'arrière et l'avant du pied. C'est pareil, on vient sur du minimalisme, en fait. Typiquement, une marque comme Altra, qui est très minimaliste, qui a des drops proches de 0. Quelqu'un ne peut pas se mettre, à mon avis, personnellement, sur du Altra s'ils n'ont jamais couru avec et qu'ils ont toujours été avec des chaussures qui étaient, par exemple, avec des drops de 10. Hein. C'est-à-dire qu'on passe d'1 centimètre à 0, ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Et ça correspond, par exemple, aux préférences et au bilan que nous on fait. Et c'est là où on conseille le patient parce que tous les drops ne sont pas possibles pour tout le monde. Alors, il est vrai que sur mon passé de sportif, j'étais coureur Mizuno depuis presque mes débuts. Et puis, j'ai subitement envie de changer de marque. Je suis passé sur Skechers, sur Adidas. Et puis, je suis venu te voir en février dernier parce que voilà, ça n'allait pas. Et on est revenu finalement chez Mizuno. Alors, est-ce que quand on est habitué à une chaussure, on doit rester fidèle comme je le suis, ou est-ce qu'on peut naviguer de marque en marque, de chaussure en chaussure, sans que ça pose de difficultés? Est-ce que je suis un exemple parmi d'autres, ou est-ce que c'est une règle qu'il convient d'adopter? Alors, moi, je resterai sur la même chaussure. Aujourd'hui, la plupart des sportifs pros, globalement, ils ne changent pas de chaussures toutes les semaines, faut pas croire. C'est comme la raquette pour un tennisman, il va pas changer de modèle tous les 2 mois. Après, la chaussure, ce qu'il faut essayer de faire attention, c'est de rester sur la même gamme de modèles. Si on veut changer de marque, il n'y a pas de souci, on peut. Par contre, il ne faut pas partir sur l'opposé du concurrent. Aujourd'hui, il y a une étude qui va sortir bientôt. On le fait par rapport à l'Association des podos du sport, qui est la NPS. Plein d'études qui sont faites aussi avec toute l'association de podos du sport, où les études vont sortir sur les différences entre telle et telle chaussure. On ne va pas dire que telle marque est meilleure que l'autre, mais par contre, on va dire que celle-ci est plus dynamique, celle-ci est plus amortissante, celle-ci est plus résistante sur les changements latéraux, par exemple. Donc intéressant pour des sports comme le basket ou le tennis ou pour du trail. On va voir cet intérêt-là. Et puis on va aussi regarder sur les gommes, puisque plus on aura une gomme dure, moins comme pour la voiture, les pneus, comme on aura moins d'amorti, de confort. Par contre, plus on aura une gomme tendre, plus on aura de l'amorti et du confort. Par contre, on aura une chaussure qui va durer beaucoup moins longtemps dans le temps. Alors, il est vrai que sur ces chaussures, on va dire, avec un amorti et des matières qui sont relativement souples, moi, je constate l'usure. J'ai des Mizuno pour faire de la piste. Elles s'usent beaucoup plus rapidement que mes riders que je vais tenir pendant 800 km. Au niveau de la durabilité, justement, à partir de quel moment on doit s'interroger sur le changement de chaussures? Est-ce qu'il y a des signes que tu donnes, toi, en tant que podologue, qui pourraient alerter un coureur sur un besoin de changer sa chaussure? Après, sur la chaussure, la durée de vie, elle est autour d'1 an à peu près. Elle est autour d'1 an. On va regarder l'usure de ce qu'on appelle la plaque EVA en dessous, en fait, tous les caoutchoucs qui sont en dessous déjà, voir s'ils se décollent pas, s'ils sont pas abîmés, si la façon de courir n'a pas détérioré la chaussure dans tel ou tel sens. Je prends quelqu'un qui a une hyperpronation excessive qui va user la chaussure donc plus en interne. Plus il va user la chaussure interne, plus il va accentuer son hyperpronation. T'es d'accord? Donc forcément, plus il va accentuer son problème. Donc il aura intérêt à la changer plus régulièrement. Et puis la dernière chose à regarder, ça va être le contrefort, la partie à l'arrière qui tient la partie du talon. Partie qui est sur chaussure de running est souvent assez rigide.
Et souvent, arrivé à peu près autour de 12 mois, la partie du contrefort va se désolidariser de la chaussure et donc moins bien maintenir le pied. Alors, c'est intéressant parce que, toi, sur les Skechers que j'avais, le contrefort, il était inexistant. Et je pense que j'avais besoin d'un maintien au niveau donc de cette coque, on va dire, au niveau du talon. Et de retour chez Mizuno, tu l'as vu, hein, pendant le confinement, je t'ai envoyé mes différents chronos. J'ai balayé complètement ces douleurs que j'avais à la cheville, sans doute provoqué par les Skechers, hein, ce qu'on s'était dit quand on avait eu la consultation. Le retour chez Mizuno fait que aujourd'hui je peux courir normalement avec les semelles donc que tu as apporté. Et je pense que je ne changerai plus maintenant de marque parce que j'ai trouvé ma façon de procéder, et ces chaussures sont celles qui me conviennent le mieux. Alors, tu parlais tout à l'heure de marketing. En tant que podo, comment tu vois cette évolution des chaussures avec l'apparition des plaques carbone, des records également de Kipchoge sur marathon? Il y a peut-être tout un lobby commercial derrière. Quel est ton avis, toi, par rapport à cet engrenage et cette course à la chaussure de plus en plus performante? Écoute, on en parlait sur le groupe il y a encore quelques semaines. Aujourd'hui, cette chaussure-là, elle est faite pour les sportifs de très très haut niveau, qui ont vraiment des foulées qui sont explosives. Elles sont vraiment, elles sont faites en spécifique. Et puis en plus, elles sont faites souvent sur mesure pour ces sportifs-là, que ce soit en largeur ou en longueur, car il y a 2 types de pointures. Hein. On en parlera tout à l'heure, ça peut être intéressant d'ailleurs. Mais voilà, après, pour moi, c'est pas adaptable à tout le monde. Demain, je me verrai pas conduire la Formule 1 d'Hamilton, par exemple. Hein. Je passerai que la première, tu vois, je ferai attention. Pour moi, c'est un peu pareil. Après, que ces sportifs de haut niveau, eux, se permettent de le développer, au contraire. On a besoin d'eux pour avoir plus de retours. Et aujourd'hui, on a très peu de retours sur ce genre de choses. Donc, effectivement, certains disent que ça t'améliore les performances. Peut-être, comme pour à l'époque le cyclisme sur route, on disait que les vélos carbone c'était mieux parce que c'était plus rigide, plus d'explosivité, c'était plus léger, etc. Bon, voilà, que ce soit dans tous les sports aujourd'hui, tu as une amélioration technique qui se fait. C'est normal que ça se fasse dans le running. C'est un gros marché, le running aujourd'hui. J'ai plus les chiffres, mais en 10 ans, ça a tellement évolué que de toute façon, ça va que continuer. Donc bien sûr, c'est très bien, mais voilà, c'est pas des chaussures qui sont faites, à mon avis, pour tout le monde. Bon, de toute façon, le principe, il restera le même. Chaussures lambda ou chaussures carbone, faut quand même mettre un pied devant l'autre et courir, et c'est pas à la portée de tout le monde. Avec l'épisode du confinement au mois de mars, est-ce que j'avais posé la question à ma cousine dans le milieu médical en tant que kiné, est-ce que tu as vu des patients qui sont venus consulter pour des douleurs liées à une pratique naissante ou accentuée de la course à pied? Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais effectivement, on a retrouvé un petit peu ce qu'on appelle les blessés de la bonne année. C'est-à-dire les gens qu'on a retrouvés, on va dire, mai-juin, après le déconfinement, les mêmes un petit peu qu'on avait dans d'autres circonstances au mois de mars, et qui avait au 1er janvier, c'était dit, je me mets à courir et s'y remettre. Je pense que toi, par rapport à ton expérience dans ton club, vous expliquez aux jeunes ou plus ou moins jeunes qui arrivent qu'il y a des doses d'entraînement à respecter et surtout une évolution à respecter. Effectivement, on a vu beaucoup de gens qui se sont mis à courir, et il le fallait d'ailleurs, parce que c'était quand même dur comme épreuve, donc les gens avaient besoin aussi de s'évader. Mais par contre, malheureusement, certains se sont mis à courir un petit peu trop vite, trop longtemps, et de façon trop répétée, ils se sont blessés. Voilà.
Et à l'image de, toi, l'épisode que j'avais fait sur le staff, où je présentais justement les différentes personnes qui m'encadraient, dont toi, Bruno, podologue, bah, j'ai eu des retours comme quoi certains auraient bien aimé connaître l'existence d'un podologue au début de leur pratique de la course à pied, ce qui leur aurait évité peut-être certaines blessures. Et de mon point de vue également, hein, quand j'ai commencé à courir, je ne connaissais pas du tout la nature de mon pied, quelle forme, quels appuis je pouvais avoir. Aujourd'hui, bah, je pense être mieux encadré et de fait, sur les dernières années, bah, les blessures sont quand même moins présentes. Donc, en préventif, il y a quand même ce qu'on disait tout à l'heure, un intérêt à venir consulter. Alors, on a balayé donc pas mal de sujets depuis ce début d'interview. Quelques questions-réponses pour finir. Alors la première est posée par Céline. Je tairai son nom parce qu'on va tout de suite associer le lien qui peut nous unir. Pourquoi mes pieds n'ont jamais envie de courir? Comment on l'explique ça? Est-ce que c'est toi qui peux avoir un ressort là-dessus ou est-ce que la motivation est ailleurs? C'est une bonne question, ça. Bah, déjà, l'avantage, c'est d'être à deux. Non, d'être à deux pour se motiver à courir, c'est quand même pas mal. On s'entraide. Donc, c'est quand même assez important. Après, il faut essayer de commencer sur des petites sorties. Il faut se rassurer et se faire plaisir. Il faut que le sport, aujourd'hui, à mon avis, il reste ludique et il reste plaisant. Et voilà, des petites sorties, même si c'est frustrant de se dire je mets des chaussures pour faire 10 minutes, bah, c'est pas grave. Mais plus c'est régulier, plus on va y prendre goût. En faisant des petites sorties, plus on partira après sur les longues. Alors après cette question, voilà, un petit peu décalée, j'en avais une qui, je pense, est importante et on en parlait tout à l'heure. Quelle pointure il faut choisir pour être confortable dans ses chaussures? Est-ce qu'il y a une norme à respecter pour se laisser un petit peu de marge, justement? Comment tu expliques que le pied puisse grandir au fur et à mesure que l'on court? Alors en fait, le pied, déjà, effectivement, il va gonfler, c'est ce qu'on entend depuis très longtemps. Mais il a aussi une autre particularité, c'est qu'il va s'affaisser, il va s'allonger donc dans la chaussure. Donc quand on part sur du running, on part toujours sur une chaussure qui fait une pointure de plus au minimum, entre une pointure et une pointure et demie en plus. Sachant que si on a les pieds larges aussi, tout à l'heure je l'évoquais vite fait, il faut prendre des pointures en largeur. Il ne faut pas hésiter à le demander dans les magasins. D'où l'intérêt d'aller voir des petits magasins, comme on expliquait tout à l'heure, qui eux peuvent avoir accès à des pointures en largeur plus facilement que les grandes surfaces. Et justement, on va pouvoir vraiment adapter la chaussure à son pied. Alors, il est vrai que toi, Mizuno, en termes de pied large, bah, ça me correspond tout à fait. Après, il y a des gens qui ont voilà des morphologies beaucoup plus fines au niveau des pieds, donc pas hésiter justement à essayer les chaussures, même si on ne pourra pas vous proposer de faire 5 ou 10 kilomètres avec. Mais je crois que certains magasins proposent également des sorties pour tester les modèles de certaines marques. Donc, ça peut être intéressant d'aller sur ce type de rencontre avec les marques et avec les personnes spécialisées. Une question concernant les ampoules. Qu'est-ce qu'on fait quand une ampoule survient sur un de nos pieds? Alors, quand c'est une course de courte durée, je veux dire que c'est pas trop gênant. Mais si la course dure, comment on fait pour gérer l'ampoule? Je pense à des personnes qui font des trails de longue distance. Comment on la gère? Alors, aujourd'hui, il y a 2 associations, enfin 3. Il y a l'ANPS, donc l'Association nationale des podologues du sport, Medi Extrême et AirPod Asso. Ces 3 assos, on bosse de plus en plus ensemble et on essaye au maximum d'être présent déjà sur ces épreuves-là, d'accord, pour soigner les gens. Si toutefois on n'y est pas, ça peut arriver. Hein. Effectivement, il y a tellement d'épreuves aujourd'hui que c'est compliqué. On part du principe qu'on sera déconfiné et que le Covid est parti, hein, qu'on pourra recourir bientôt. Il y a 2 écoles. Mettre une seringue d'éosine en aspirant le liquide si l'ampoule n'allait pas percer et réinjecter et respirer. Bon, c'est un peu l'ancienne école, c'est-à-dire que ça fait mal, ça pique un peu, ça assèche l'ampoule. Voilà, c'est guéri, on repart. Il y a une autre école qui aujourd'hui est la préférentielle, où on va essayer de nettoyer l'ampoule au sérum physiologique. On va enlever un petit peu toute l'exudat, etc. Une fois qu'on aura fait ça,
Après, on va mettre du tulle gras en pansement et le patient pourra repartir courir sans faute. Ça fait moins mal et c'est plus agréable. C'est ça, c'est ça. Que ça nous empêche pas finalement de continuer notre pratique. Après, il existe des pansements qui sont parfois, on va pas citer de marque, mais vraiment absorbants et qui vont agir comme une seconde peau. Est-ce que ça c'est efficace ou est-ce que c'est une solution surtout intermédiaire? Pas en prévention. D'accord. Et personnellement, on évite de les mettre pendant la course. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il y a une infection en dessous, si on est sur une ampoule qui est infectée ou qu'une ampoule qui est avec un hématome qui est dans l'ampoule en fait, donc une plaie d'entrée potentiellement. Donc on ne va pas mettre un pansement occlusif sur ce genre de plaie. Alors, ça me fait rebondir cette question sur une autre question. Comment on prépare ses pieds quand on s'apprête à faire de longues distances? Déjà, je pense que pour les chaussures, il faut déjà tester son matériel et pas arriver la veille avec des chaussures neuves pour une épreuve qui serait le lendemain. Je pense que déjà ça, on peut donner comme premier conseil. Au quotidien, comment on soigne, bichonne ses pieds? Et ça, tu me l'avais dit, c'est-à-dire que le pied, c'est quand même la seule surface qui est en contact avec le sol quand on court, et c'est parfois quand même celui dont on prend le moins soin au quotidien. Alors, comment on fait pour avoir des pieds en bonne santé? Exactement, tu as bien résumé. En fait, il y a deux crèmes qui sont leaders aujourd'hui. Alvadiem, qui fait une crème spécifique en fait frottement pour le sport, qui a été développée aussi avec une de nos collègues. Ouais. Cette crème-là, je l'ai recommandée à une de mes collègues qui justement était à la recherche. J'ai dit, prends cette crème-là, conseillée par Bruno. Donc, je pense que Alvadiem, elle va apprécier. Voilà. Donc, en fait, ils ont une gamme spécifique qui a été développée par une de nos collègues qui fait partie de l'asso, justement. Et la deuxième marque qui est aussi très connue, qui est Achilleine, qui fait la pommade NOC. Aujourd'hui, ces deux pommades, en fait, elles ont la particularité d'avoir des tanins dedans. Et des émollients qui vont éviter les frottements. C'est des crèmes qu'on va mettre en prévention, tout d'abord. Donc, sur les zones où on aura des ampoules, il faudra la mettre pendant une semaine chaque jour. Une fois qu'on aura effectué ça, le jour de la course et des entraînements, on en rajoutera un petit peu dans la chaussure et un petit peu plus sur le pied. Voilà. Et on part courir avec ça. Sachant que si une chaussure fait des ampoules de façon régulière au même endroit, ça peut être que la chaussure n'est pas adaptée. Et si une semelle orthopédique fait une ampoule, c'est que la semelle n'est pas adaptée. Donc, il faut revoir le podologue. Alors moi qui ai l'habitude de marcher pieds nus, j'ai souvent l'été des crevasses. Alors comment on les traite et est-ce qu'il est bon de marcher pieds nus? Et je l'expérimente moi surtout l'été sur les terrains en herbe qui sont, on va dire, très souples, de finir ma séance pieds nus. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il vaut mieux éviter? Alors, marcher pieds nus, on a été fait comme ça. Donc, c'est très bien. Après, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tous courir pieds nus longtemps. Par contre, marcher pieds nus, courir, etc., on travaille sur la proprio, c'est très bien, il faut le faire. C'est important. D'ailleurs, comme les enfants qui dès leur 1 an, 2 ans, dès qu'ils commencent à marcher, il faut mieux les mettre pieds nus et éviter de leur mettre des chaussures rigides aux pieds qui les bloquent à ce niveau-là. Après, en termes de problème de crevasse au niveau du talon, c'est un problème qui est différent. Souvent, qui arrive l'été, ou ces gens qui ont des peaux qui sont très sèches, il va falloir jouer avec des onguents. Donc pareil, je ne vais pas citer des marques, mais encore les mêmes que tout à l'heure et d'autres, font tous des onguents. C'est des onguents qu'on met sur le pied. Il faut en mettre au moins une fois par jour. Voilà. C'est un traitement qui dure sur plusieurs semaines et ça permet de protéger la peau. En fait, la couche grasse de la crème va permettre à l'eau qui est dans les cellules de rester dans les cellules et de ne pas sortir, tout simplement. Voilà. C'est le principe des crèmes hydratantes. Voilà. Donc, autant pour le visage, on prend soin également des pieds avec ces crèmes pour hydrater. Exactement, ouais, c'est ça. Alors, j'avais une autre question de Marie qui me demande, quand on a un ongle noir, on le voit souvent sur des pieds qui peuvent frotter sur les bords des chaussures, comment on le traite, cet ongle noir? Alors, il y a 2 solutions. Soit c'est en préventif, soit c'est en curatif. Alors, si c'est du préventif, qu'on sait qu'on a des ongles qui vont sauter, entre guillemets, dû à des micro-traumatismes,
car ça veut dire que le long en fait va être micro-traumatisé suite à des chocs répétés. À ce moment-là, il y a peut-être la chaussure qui n'est pas adaptée au niveau longueur, première chose. Peut-être qu'on a un affaissement du pied qui crée ce genre de problème, donc peut-être aller voir le podologue aussi. Et puis, il y a de la prévention avec ce qu'on appelle des digitubes. Donc, il y a des marques assez connues qui le font. C'est un petit capuchon en silicone qu'on met sur l'orteil pour protéger l'ongle. Si toutefois tout ça, ça suffit pas, car ça arrive malheureusement, à ce moment-là, il y a deux cas en curatif. Soit l'ongle en fait commence à s'épaissir et on a l'hématome qui est encore liquide. Donc à ce moment-là, il faut absorber et faire percer l'ongle pour évacuer l'hématome. Voilà, c'est pas toujours agréable, mais on prend un trombone qu'on chauffe à blanc et on fait 2 trous, voilà, pour percer l'ongle. Si l'ongle, par contre, malheureusement part, il n'y a plus de solution. Il faut faire attention à la repousse pour éviter les ongles incarnés et éviter les infections. Et si l'hématome est resté sous l'ongle et qu'il a coagulé, qu'il est donc sec, il n'y a plus trop de solutions malheureusement, si ce n'est éventuellement d'aller voir un pédicure podologue pour voir s'il peut fraiser ou enlever une partie. Mais en général, c'est un peu trop tard. Bien. Alors, pas des choses, très, très, pas très, très sympa. Ça peut être douloureux, mais au moins, voilà, tu apportes une réponse à cette question. Au niveau des chaussettes et du frottement qui peuvent exister, au bout d'un certain nombre de kilomètres, est-ce qu'il faut privilégier certaines matières, certaines chaussettes ou préparer peut-être le pied avant effort? Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Alors, les échauffements, en fait, vont entraîner des ampoules plus tard. Donc, on revient un petit peu sur les ampoules. Donc, c'est préparer le pied. Effectivement, pour de la randonnée, il existe des chaussettes double peau, ce qu'on appelle en fait une double paroi. D'accord. Sur du running, je le conseille pas trop, car souvent, en fait, ce genre de choses, comme la pose du pied va être plus dynamique, on risque d'avoir cette double peau qui va glisser un petit peu trop et malheureusement se faire des petits bourrelets qui sont pas très agréables. En termes de chaussettes, ce que je conseillerais le plus, c'est les chaussettes techniques de compression pour le sport en spécifique. Alors, je parle bien de chaussettes, je parle pas de manchons. Là, on parle vraiment de chaussettes. Alors, tu as les marques les plus connues qui sont PV Sport, Sportlast avec Medilast, qui sont très connus aussi dans le sport de haut niveau, qui travaillent plus avec les clubs, mais qui font aussi des ventes aux particuliers. Voilà, c'est les 2 marques les plus connues et à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui. Justement, je rebondis sur ce que tu parlais des manchons de compression et derrière des chaussettes de compression. Est-ce qu'elles apportent ces chaussettes et ces manchons des bénéfices pour le coureur? Est-ce qu'il est prouvé, toi, du regard que tu as en tant que professionnel, des bénéfices de ce matériel? Alors, perso, moi, je les utilise. Effectivement, on a une pression qui va être spécifique sur un trajet musculaire pour les chaussettes de compression d'activité physique. Donc, suivant l'activité physique, le trajet musculaire en question va être comprimé un petit peu plus. Et après, on a les chaussettes de récupération qui, elles, ont une pression uniforme sur toute la jambe. D'accord ? Donc, c'est déjà des choses totalement différentes. Clairement, oui, que ce soit sur du sportif amateur ou du sportif pro, il y a des retours essentiellement positifs. Il y a très peu de retours négatifs. Après, les études qui ont été faites, malheureusement, c'est des études qui ont été financées par les labos. Donc après, on en dit ce que l'on veut. Personnellement, je trouve que ça a une efficacité. Si toutefois l'effort physique il est supérieur à une demi-heure, mettre des chaussettes de compression, si c'est pour courir 20 minutes, ça vaut pas le coup. Il n'y a pas d'intérêt, d'accord. Voilà. Sur la mise en place de la chaussure, au niveau du lassage, est-ce qu'on doit respecter certains critères? Le pied, on le disait tout à l'heure, a tendance à gonfler un petit peu. Comment on peut astucieusement régler ces chaussures au niveau du lassage? Alors, c'est compliqué de te faire un dessin. Ce que je pourrais te faire d'ailleurs, c'est t'envoyer un lien où on a les techniques de lassage qui sont différentes justement. D'accord. Voilà, suivant le type de pied et la forme du pied. Car effectivement, on va pas faire le même lassage sur un pied plat ou sur un pied qui est très creux, puisqu'on aura une compression au niveau du coup de pied sur le pied creux qui va être pas forcément très agréable en haut. Alors, avant-dernière question, la dernière, je te la réserve. Est-ce que le poids
donc le poids de corps, a un impact sur la foulée? Et est-ce que dans le choix de la chaussure, le poids va être un facteur de choix dans notre modèle de chaussure? Alors oui, il aura une incidence. Il aura une incidence. Effectivement, on a des chaussures qui sont faites plus pour des lourds aujourd'hui. Si je prends une Vomero, par exemple, elle est faite pour des gens plus lourds que pour qu'une Pegasus, et ainsi de suite. Donc oui, ça a un intérêt. Après, je vais temporiser mon propos dans le sens où ça va dépendre de ta foulée aussi. Des gens qui vont être terriens vont être beaucoup plus légers sur les appuis. Donc quelqu'un qui va faire 2 personnes de 80 kg, un terrien va être entre guillemets plus lourd sur les appuis que un aérien. Bon, donc moi qui voulais avoir des chaussures ultra légères à plus de 80 kg, il va falloir que je m'allège un petit peu pendant à l'approche des fêtes, même si elles vont être, je pense, calmes au vu de la situation sanitaire. Mais voilà, adapter quand même sa chaussure par rapport au poids de corps. Ouais. Ultime question, est-ce qu'en tant que podologue, tu portes des semelles et tu as déjà eu des soucis au niveau de tes appuis? Et oui. Alors, tout à l'heure, on parlait des problèmes de genoux. Personnellement, oui, l'essuie-glace que chaque coureur connaît. Donc, à l'époque où je courais beaucoup plus qu'aujourd'hui, effectivement, moi, ça m'est arrivé. Et tout à l'heure, on parlait de la spécificité des semelles. Moi, typiquement, j'en ai que pour la course à pied. Voilà. Alors après, j'en ai dans d'autres sports, notamment le vélo, mais c'est plus pour du confort, en fait, qui permet d'avoir un confort et donc de réaxer en termes de dynamique le pied. Voilà. Eh bien, merci Bruno pour toutes ces précisions, toutes ces questions. Est-ce que si des clubs, des organismes veulent faire appel à toi, tu arrives à te déplacer, à te dégager du temps, comme tu l'avais fait pour nous, Movatitude? Si je mets tes coordonnées, les gens pourront te joindre pour ce genre de prestations, je dirais. Eh ben, écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, j'espère que la conjoncture fera qu'on pourra le faire le plus rapidement possible. De le mettre en place, mais sinon avec plaisir, avec aucun souci. Et effectivement, je pense que c'est notre intérêt à tous de coopérer et de le faire de plus en plus. Sur quel support on peut te trouver facilement si les gens veulent te contacter? Alors aujourd'hui, Doctolib, le plus simple, Doctolib, donc avec mon nom. Et il y a aussi le site internet qui est un petit peu en cours de remaniement, mais où tout est expliqué, un petit peu ce qu'on a parlé, les préférences motrices, les différentes thérapies que peut effectuer le podologue. Donc voilà. Alors, merci Bruno pour ces nombreux conseils. Je pense qu'aujourd'hui, on a balayé vraiment toute l'anatomie du pied, le choix des chaussures, les différentes blessures. Un grand merci pour tes conseils. Je pense que je viendrai bientôt te voir pour les vœux, comme chaque année, début janvier, pour réaliser de nouvelles semelles. Un grand merci à toi et puis je te souhaite une bonne soirée. Eh bien, écoute, merci à toi aussi d'avoir participé. C'est une première, donc écoute, j'espère que ça sera clair. Et puis au plaisir en tout cas nous de se revoir. Et puis on espère que les fêtes se passeront bien cette année en tout cas. Voilà. Un grand merci Bruno. Pour les auditeurs, moi je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une
passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.